Je regardais la dinde congelée posée sur le comptoir. Ce était une volaille de 20 livres, dure comme de la pierre, transpirant légèrement dans l'air glacial de la cuisine. Le système de chauffage avait mal fonctionné toute la semaine, mais mes parents avaient dit qu'ils appelleraient quelqu'un après les vacances. Mon souffle formait de petits nuages blancs devant mon visage. Mon téléphone s'est illuminé sur le comptoir, vibrant contre le marbre. Une notification de discussion de groupe. Maman a créé le bonheur des vacances en groupe. Une photo s'est chargée. Ma mère, Suzanne, tenait une flûte de champagne, rayonnante. À côté de elle se trouvait mon père, Jeffrey, l'air détendu dans une chemise en lin. Et en arrière-plan, mes sœurs jumelles, Ashley et Jessica, portaient déjà des lunettes de soleil surdimensionnées, faisant teinter leur verre dans ce qui était clairement une cabine de première classe. La légende disait, enfin, un peu de paix. Puis un message texte a suivi, simple et efficace. Embarquement immédiat. À bientôt dans 10 jours. L'alarme de la maison est activée. Ne nous attendez pas. Je ai regardé la dinde. Je avais 13 ans. Je ne savais pas comment cuisiner une dinde. Je ne savais pas comment réparer une fournaise. Et apparemment, je ne valais pas un billet d'avion. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas répondu par message pour demander pourquoi. Je suis juste resté là dans le froid, réalisant que famille était un mot qu'ils utilisaient quand ce était pratique. Et à ce moment-là, je ne l'étais pas. Laissez un commentaire et faites-moi savoir de où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. Je adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Le silence dans la maison était lourd, comme un poids physique pressant contre mes tympans. Je ne pouvais pas cuisiner la dinde, alors je ai trouvé un burrito congelé au fond du congélateur. Ce était vieux. Son emballage était couvert de givre, mais ce était des calories. Je l'ai mis dans le micro-ondes et ai appuyé sur le bouton. Le bourdonnement de la machine était le seul signe de vie dans toute la maison. Puis, avec un claquement sec, le bourdonnement s'est éteint. La petite lumière jaune sur l'écran a disparu. Le moteur du réfrigérateur a tremblé et s'est arrêté. La coupure de courant était là. Je me suis tenu dans l'obscurité soudaine et absolue de la cuisine. Le froid, qui s'était insinué des bords de la pièce, semblait maintenant se précipiter pour s'emparer de l'espace. Mon souffle était invisible maintenant, perdu dans le noir. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas paniqué. Je ai juste calculé. Je avais un manteau. Je avais des couvertures. Je pouvais survivre la nuit si je restais dans une seule pièce. Ce était à ce moment-là que la lumière a balayé la fenêtre de la cuisine. 2 faisceaux de lumière blanche de haute intensité ont traversé l'obscurité, illuminant les poussières d'encens dans l'air glacial. Une voiture entrait dans l'allée. Pendant une seconde, une partie pathétique et enfantine de moi a pensé qu'ils étaient revenus, qu'ils avaient réalisé qu'ils ne pouvaient pas laisser une enfant de 13 ans seule pendant 10 jours. Je ai couru à la fenêtre. Ce n'était pas la berline de mes parents. Ce était un VUS massif, noir mat, tournant au ralenti comme un prédateur à la grille. Un homme est sorti. Il était grand, portant un lourd manteau de laine qui semblait coûter plus cher que la voiture que ma mère conduisait. Il ne s'est pas pressé. Il a marché vers la porte d'entrée avec le pas régulier et inévitable d'un homme qui possédait le sol sur lequel il marchait. La sonnette ne a pas retenti, pas de courant. Mais le lourd coup a résonné dans le foyer. Je ai ouvert la porte. Je savais qui il était, bien que je ne l'ai vu que lors de conversations à voix basse lors de funérailles ou en arrière-plan de vieux albums photos. Oncle Robert, le mouton noir, l'industriel milliardaire que mon père appelait sans âme et que ma mère appelait dangereux, ne a pas dit bonjour. Il ne a pas offert de câlin ou de platitude. Il m'a regardé, remarquant mon corps frissonnant, la maison sombre et le souffle gelé dans l'air. Puis il a regardé derrière moi dans le vide noir du couloir. Ils ont mis l'alarme de sécurité, a-t-il dit, sa voix comme du gravier. Mais ils n'ont pas configuré le paiement automatique de la facture d'électricité. Il est entré, sans attendre d'invitation. Il a retiré un gant de cuir de sa main et a vérifié sa montre. Oncle Robert, je ai murmuré. Il m'a regardé. Ses yeux étaient froids, gris et complètement dépourvus de pitié. Ils étaient analytiques. Il évaluait un problème. Fais tes bagages, Alyssa, a-t-il dit. L'essentiel seulement. Tu ne restes pas dans un musée. Où allons-nous?
Loin de ici. Je ai couru à l'étage. Je ne l'ai pas emballé de jouets. Je ne l'ai pas emballé la photo de ma famille qui était sur ma table de chevet. Je ai emballé des vêtements, mes livres scolaires et mon ordinateur portable. Cela m'a pris 4 minutes. Quand je suis redescendu, il se tenait dans la cuisine, regardant la dinde de 20 livres toujours posée sur le comptoir, inutile et gelée. Laisse-la, a-t-il dit. Laisse-la pourrir. Cela leur convient. Je suis sorti par la porte d'entrée et suis monté sur le siège passager du VUS. L'intérieur sentait le cuir cher et l'air conditionné. Ce était chaud. Alors que nous nous éloignions, je ai regardé ma maison d'enfance disparaître dans le rétroviseur, engloutie par l'obscurité. Je ne le savais pas alors, mais je avais juste traversé une frontière. Je quittais le monde des rejetés et entrais dans le monde des architectes. Vivre avec oncle Robert ne concernait pas la guérison. Ce était une question de recalibrage. Sa maison, une forteresse brutaliste de béton et de verre perchée au bord d'une falaise, ne avait pas de coin douillet. Elle avait des lignes de visée. Elle avait une intégrité structurelle. Elle avait du silence. Non pas le silence vide et terrifiant de la maison de mes parents, mais un silence délibéré et lourd qui ressemblait à un bouclier. Pendant les premiers mois, je ai essayé de me rendre invisible. Je en étais une experte. Je me déplaçais dans les pièces sans faire de bruit. Je mangeais rapidement, nettoyais immédiatement et me retirais dans la chambre d'amis avant que quiconque ne puisse se souvenir que je étais là. Je pensais que ce était le loyer que je devais payer pour exister. Un soir, Robert m'a trouvé assise dans la bibliothèque, blottie dans l'ombre d'une étagère, le regardant travailler à son bureau. Je me suis figé, m'attendant à être réprimandé pour avoir rôdé. Il ne a pas levé les yeux de ses documents. « Tu le fais encore » a-t-il dit. « Faire quoi » je ai demandé, ma voix étant à peine un murmure. « Disparaître. Tu penses que si tu es assez silencieuse, tu ne seras pas un fardeau. Tu penses que le silence est un déficit. » Il a finalement levé les yeux, me fixant avec ce regard gris et analytique. « Tu as tort. Le silence est une donnée. » Il m'a fait signe de venir. Il a montré un plan sur son bureau, un complexe développement commercial. « Dis-moi ce que tu vois. » Je ai regardé les lignes. Je vois un hall, des ascenseurs, des bureaux. Regarde de plus près. Que vois-tu? Je ai hésité. Puis je ai laissé mon instinct naturel prendre le dessus, l'instinct affûté par 13 ans à observer une famille qui ne m'observait jamais en retour. Le flux est mauvais, je ai dit. Le bureau de réception fait face à la fenêtre, donc la réceptionniste sera éblouie par le soleil de l'après-midi. Les ascenseurs sont trop loin de l'entrée principale, donc les gens vont se rassembler au milieu et bloquer le flux. Ce est inefficace. Robert a souri. Ce était une chose terrifiante et acérée. Exactement. Tu vois les défauts parce que tu passes ta vie en arrière-plan à observer comment les gens bougent. Ta famille t'a ignoré, Alyssa. Ils t'ont traité comme un meuble. Mais pendant qu'ils étaient occupés à poser pour des photos, tu étudiais la pièce. Tu as remarqué les fissures dans les fondations pendant qu'ils admiraient la peinture. Ce était le moment où le récit a changé. Il ne m'a pas offert de pitié pour être l'enfant oublié. Il m'a offert une description de poste. Le don de l'ombre, l'a-t-il appelé. La capacité de voir la vérité parce que personne ne pense que tu es assez importante pour la lui cacher. Tu ne parles pas, Alyssa, m'a-t-il dit. Tu observes. Ce n'est pas une faiblesse. Ce est dangereux. Ce est le pouvoir. À partir de ce jour, mon éducation a commencé. Il ne m'a pas acheté de poupées ou de jeux vidéo. Il m'a acheté des livres sur l'ingénierie structurelle, le droit des contrats et les tactiques de négociation. Il m'a appris que l'architecture ne concernait pas seulement les bâtiments. Elle concernait le contrôle du comportement. Si tu contrôles la structure, tu contrôles les personnes à l'intérieur de celle-ci. Mes années d'adolescence n'ont pas été marquées par des balles de promo ou des matchs de football. Elles ont été marquées par des visites de sites et des réunions de conseil où je m'asseyais dans un coin, prenant des notes sur qui mentait et qui était désespéré. Je ai arrêté de vérifier mon téléphone pour des messages de ma mère. Je ai arrêté de regarder les photos de leurs vacances aux Bahamas ou dans les Alpes. Ces images glacées n'étaient que des façades, et je apprenais à regarder au-delà du revêtement pour voir les poutres pourries en dessous. Je n'étais plus la fille abandonnée.
J'étais un projet en construction, et la fondation était coulée avec du béton, de l'acier et une résolution froide absolue. Au moment où je avais 16 ans, je avais appris plus sur l'influence que la plupart des adultes n'apprennent dans toute une vie. Mais il restait une leçon. J'avais besoin d'un espace de travail. Mon bureau était une table de jeu que je avais récupérée du sous-sol, et elle vacillait chaque fois que je effaçais une ligne. Je ai trouvé Robert dans le solarium, examinant des rapports trimestriels. Il ne a pas levé les yeux. Combien? 8 cents. Je ai cligné des yeux. Il ne était pas avare. Il conduisait des voitures qui coûtaient plus cher que des maisons. Pourquoi pas? Parce que t'acheter des meubles ne t'apprend rien. Le construire t'apprend tout. Il a fait glisser un chèque sur la table. Ce était pour 5 000 $. Ceci est ton budget. Je ne veux pas que tu achètes un bureau, Alyssa. Je veux que tu conçoives un sanctuaire. Il m'a regardé alors, ses yeux perçant les miens. Ta famille t'a fait sentir en insécurité dans ta propre maison. Ils t'ont fait sentir comme une invitée qui a dépassé son séjour. Je veux que tu construises une pièce où tu es l'autorité, où tu te sens intouchable. Si tu peux construire cela, tu peux construire n'importe quoi. Je ai pris le chèque. Je ai passé les 3 mois suivants obsédé. Je ne ai pas seulement acheté des meubles. Je ai organisé un environnement. Je ai arraché le tapis pour révéler le sous-plancher en béton. Je ai peint les murs d'un gris ardoise profond qui absorbait la lumière plutôt que de la refléter. Je ai conçu un bureau en L sur mesure et ai engagé un soudeur local pour construire la structure, négociant le prix à la baisse en signalant des défauts dans son travail précédent. Je ai installé une insonorisation. Je ai acheté une chaise ergonomique qui ressemblait à un poste de pilotage. Je ai créé un espace qui ne était pas doux ou joli. Ce était un centre de commande. Quand ce fut terminé, je ai appelé Robert. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, ses yeux balayant la pièce. Il a vérifié les soudures du bureau. Il a testé la portée de la lumière. Il a noté les panneaux acoustiques. Il s'est tourné vers moi et a hoché la tête. Juste un hochement de tête sec et décisif. Bien, a-t-il dit. Ce hochement de tête valait plus que les 5 000 $. Ce était une validation. Ce était la première fois qu'un adulte regardait quelque chose que je avais créé et le traitait avec respect. Pendant ce temps, mon téléphone continuait de vibrer avec la vie fantôme de mon autre famille. Des messages comme « Maman vient d'atterrir à Aspen, les jumelles sont adorables dans leurs équipements de ski et « Papa, je pense à toi. J'espère que tu étudies bien » ont clignoté sur l'écran. Je ai fait défiler les photos de eux buvant du chocolat chaud dans un chalet que je ne visiterai jamais. Je ai regardé leurs visages souriants et inexpressifs. Il y a des années, cela m'aurait brisé. Je me serais demandé ce qui n'allait pas avec moi. Mais assise dans mon sanctuaire gris et silencieux, entouré de l'odeur de peinture fraîche et d'ozone, je ai réalisé quelque chose. Le rejet ne m'avait pas brisé. Il m'avait libéré. Je n'avais pas besoin de leur approbation pour remplir une pièce. Je pouvais construire mes propres murs. Les années se sont fondues en une concentration singulière. Je ai obtenu mon diplôme du lycée en avance. Je suis allé à l'école d'architecture, entièrement financée par Robert, qui appelait cela un investissement en infrastructure. Je ai obtenu mon diplôme avec les meilleurs résultats de ma classe. Je ai fondé ma propre entreprise à 24 ans. À 28 ans, je concevais des horizons. J'étais l'architecte, et ma fondation était inébranlable. Oncle Robert ne s'est pas éteint. Il a conclu. Ce était une décision commerciale. Son cœur était défaillant. L'intégrité structurelle était compromise au-delà de toute réparation. Il a refusé l'hôpital. Il a choisi la chambre principale surplombant l'océan où il pouvait surveiller les marées. 2 jours avant la fin, il m'a convoqué. Il ne était pas sentimental. Il était stratégique. Assieds-toi, a-t-il rappé, sa voix comme des feuilles sèches sur du béton. Il a montré une épaisse enveloppe manie scellée sur la table de chevet. Ceci est l'ordre de démolition. Ne l'ouvre pas avant la lecture. Je ne le ferai pas. Ils reviendront, Alyssa. Au moment où le moniteur cardiaque s'arrêtera, ils sentiront l'argent. Ils pensent que je suis leur distributeur automatique de billets. Ils pensent que tu es la concierge. Il m'a serré le poignet, sa force me surprenant.
Ne les laisse pas entrer. Ni dans ta tête. Ni dans cette maison. Il est mort un mardi matin, efficacement, entre 4h et 5h du matin. Je ne l'ai pas pleuré alors. J'avais du travail à faire. Je ai appelé l'avocat. Je ai appelé le salon funéraire. Je ai sécurisé le périmètre. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. Ce était un petit service privé à la chapelle de la Falaise, où ce était censé l'être. À 10h55 du matin, une flotte de 3 limousines allongées a remonté l'allée de gravier. Elles étaient louées. Je ai reconnu les plaques de la compagnie. Ma famille est sortie. Ils étaient vêtus de tenues de deuil de créateur, soie noire, lunettes de soleil surdimensionnées, voile. Ma mère, Suzanne, s'est pratiquement effondrée dans les bras de mon père, sanglotant bruyamment pour un frère à qui elle ne avait pas parlé depuis 15 ans. Mes sœurs, Ashley et Jessica, diffusaient en direct leur chagrin, tapotant leurs yeux secs avec des mouchoirs en dentelle. Ils ressemblaient à une mauvaise production de tragédie grecque. Je me suis tenu près de la tombe, vêtu d'un costume anthracite élégant que je avais conçu moi-même. Ils sont passés juste devant moi. Ils n'ont pas vu la PDG d'une entreprise de plusieurs millions de dollars. Ils ont vu la fille de 13 ans dans la cuisine gelée. Ils ont vu une nullité. Pauvre Robert, je ai entendu Suzanne chuchoter à Jeffrey, assez fort pour que la moitié de la congrégation puisse entendre. Dieu merci, il ne s'est pas marié. La succession devrait couvrir la faillite et les rénovations de la maison d'été. Il ne pleurait pas. Il calculait. Après le service, ils m'ont acculé près du corbillard. Ils ne m'ont pas serré dans leurs bras. Ils ne ont pas demandé comment j'allais. Alissa, a dit mon père, sa voix dégoulinant de ce ton familier et condescendant. Tu as l'air fatigué. Il pensait que je étais l'infirmière. Nous allons prendre le relais, ma chérie, a ajouté ma mère, me tapotant le bras avec une main gantée. Tu as fait ton devoir. Nous allons monter à la maison pour évaluer les meubles. Nous devons voir ce qui vaut la peine d'être gardé avant la vente aux enchères de la succession. Elle a tendu la main. As-tu les clés, ou devons-nous appeler un serrurier? Je les ai regardés, et soudain l'architecture de leur cruauté a pris tout son sens. Pour qu'ils soient la famille dorée, ils avaient besoin d'un échec. Ils avaient besoin que je sois la nièce brisée et abandonnée qui frottait les sols. S'ils reconnaissaient que ce était moi qui avais le pouvoir, que ce était moi l'architecte, toute leur image de soi s'effondrerait. Ils avaient besoin que je sois petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Ils n'étaient pas seulement des vautours. Ils étaient des parasites affamés d'un hôte. L'avocat a les clés, je ai menti, ma voix plate et froide. La lecture est demain au cabinet. Jusque-là, la maison est scellée. Scellée? Ashley a ricané. Ce est notre maison. Demain, je ai dit, et je leur ai tourné le dos. Je ai marché jusqu'à ma voiture, suis monté, et les ai observés dans le rétroviseur, se disputant avec les gardes de sécurité que je avais engagés pour garder le portail fermé. La salle de conférence du cabinet d'avocat était conçue pour intimider. Ce était tout d'acajou foncé, des fenêtres du sol au plafond, et une climatisation réglée à une température qui vous maintenait éveillé. Ma famille était assise d'un côté de la table. Je étais assise de l'autre. Jeffrey vérifiait sa montre, tapotant un doigt manucuré contre le bois poli. Suzanne chuchotait aux jumelles, Ashley et Jessica, qui faisaient défiler des annonces immobilières sur leur téléphone. Elles dépensaient déjà l'argent. Elles ne m'ont regardé qu'une seule fois, avec un mélange de pitié et d'agacement, comme si je étais une tache sur la nappe qu'elles ne pouvaient pas tout à fait faire disparaître. L'avocat, Monsieur Sterling, est entré dans la pièce. Il ne portait pas de mallette. Il portait un seul dossier mince. Il s'est assis au bout de la table et a ajusté ses lunettes. Robert préférait l'efficacité, a-t-il dit, sa voix sèche comme de la poussière. Alors, je serai bref. Lisez juste les chiffres, a dit Jeffrey, se penchant en arrière dans sa chaise. Nous savons qu'il était liquide. Sterling l'a ignoré. Il a ouvert le dossier. À mon frère Jeffrey, a-t-il lu, je te laisse la dette que tu as accumulée en 1998. Le billet à ordre pour l'entreprise ratée est par la présente pardonnée. Tu es maintenant solvable. De rien. Quoi? Jeffrey a cligné des yeux. Cette dette a été annulée il y a des années. Où est l'argent? Sterling a continué,
à ma belle-sœur, Suzanne, je te laisse le silence que tu as donné à ta fille. Puisse-t-il t'apporter le même réconfort qu'il lui a apporté? La bouche de Suzanne est tombée. Je ne comprends pas. Ce est une blague? Et enfin, a dit Sterling, me regardant directement, à ma nièce, Alyssa, l'architecte de sa propre vie, je laisse l'intégralité de ma succession, le cabinet, les propriétés, les portefeuilles d'investissement, et les actifs résiduels. Tout. Le silence dans la pièce a duré exactement 3 secondes. Puis il a détonné. Ce est illégal. Jeffrey a claqué sa main sur la table. Il était sénile. Elle l'a manipulé. Elle était son infirmière. Elle l'a contraint. Nous allons contester cela. Ce est notre argent. Nous sommes la famille. Ashley a crié, laissant tomber son téléphone. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je les ai vus se défaire avec l'intérêt détaché d'un scientifique observant des bactéries sous une lame. Sterling a levé une main. Il y a un document de plus, a-t-il dit. La pièce s'est tue, lourde de l'espoir désespéré que ce était la correction, le vrai testament. Monsieur et Madame Miller, a dit Sterling à mes parents, vous affirmez que Alyssa a contraint Robert. Cependant, ce document suggère une dynamique différente. Il a fait glisser un morceau de papier sur la table d'acajou vers Jeffrey. Ce était jauni par l'âge. Je ai reconnu l'écriture anguleuse et nette de Robert, et à côté les signatures bouclées et négligentes de mes parents. Qu'est-ce que ce est? Suzanne a murmuré. Un contrat de prêt, a dit Sterling. Daté du 24 décembre, il y a 15 ans. Le jour où vous êtes parti pour les Bahamas. Mon sang s'est glacé. La date. La dinde congelée. La maison vide. Vous avez emprunté 500 000 $ à Robert, Sterling a continué, sa voix dépourvue d'émotion. Pour couvrir des dettes de jeu et l'entretien de votre mode de vie. Robert a accepté de le payer à une condition. Il a montré une clause au bas de la page. Garantie, Sterling a lu. En échange de cette somme, Jeffrey et Suzanne Miller acceptent de renoncer à toute revendication parentale sur Alyssa Miller. Ils acceptent de transférer la garde physique à Robert Miller et de cesser tout soutien financier et émotionnel. Ils acceptent que l'enfant est le fardeau du prêteur. Le monde a cessé de tourner. Il ne m'avait pas oublié. Il ne avait pas seulement été négligent. Il m'avait vendu. Je ai regardé le papier. 500 000 $. Ce était mon prix. Ce était pourquoi il ne appelait jamais. Ce était pourquoi il ne revenait jamais. Ce n'était pas parce que je étais indigne d'amour. Ce était parce qu'ils avaient encaissé le chèque. Je ai levé les yeux vers mes parents. Je m'attendais à voir de la honte. Je m'attendais à voir du regret. Au lieu de cela, je ai vu de l'agacement. Nous étions dans une impasse, a dit Jeffrey, sa voix montant en défense. Il avait tout l'argent. Ce était la seule façon dont il nous aiderait. Nous avons fait ce que nous avions à faire pour survivre. Nous t'avons donné une meilleure vie, n'est-ce pas? Tu vivais dans un manoir. Nous t'avons sacrifié, Suzanne a pleuré, des larmes coulant sur son visage, des larmes pour elle-même. Cela vous a coûté exactement 500 000 $, je ai dit. Ma voix ne a pas tremblé. Ce était la voix de l'architecte, et vous l'avez tout dépensé. Ceci est un piège. Jeffrey a crié à l'avocat. Il ne peut pas nous reprocher cela. Nous voulons notre part. Vous avez eu votre part, je ai dit. Je me suis levé. La chaise a raclé bruyamment le sol. Il y a 15 ans, vous avez échangé une fille contre un mode de vie. La transaction est terminée. Je ai regardé le document une dernière fois. Ce n'était pas une tragédie. Ce était un reçu. La pièce était silencieuse, à part le bourdonnement de la climatisation. Je me suis tenu là, regardant les personnes qui m'avaient donné la vie et l'avaient ensuite vendue pour un paiement rapide. Je ne ressentais plus de colère. Je ai ressenti de la clarté, le genre de clarté que l'on obtient quand on voit enfin le défaut structurel dans un bâtiment qui était voué à l'échec dès le début. Alyssa, ma mère a gémi, tendant une main vers moi. S'il vous plaît. Nous sommes tes parents? Je ai regardé sa main. Elle tremblait, non pas d'amour, mais avec la réalisation désespérée que le distributeur automatique de billets était fermé. Non, je ai dit.
Vous êtes des emprunteurs, et votre crédit ne vaut rien ici. Je me suis retourné et suis sorti de la salle de conférence. Je ne l'ai pas regardé en arrière. Je ai traversé le hall du cabinet d'avocat, passant devant la réceptionniste, qui a hoché la tête respectueusement, et suis sorti sous le soleil éclatant et aveuglant du parking. Je suis monté dans ma voiture et ai conduit. Je ai roulé au-delà des limites de la ville, au-delà des banlieues où des familles vivaient des vies que je ne comprendrai jamais, et sur la route côtière sinueuse jusqu'à la maison sur la falaise, ma maison. Quand je suis arrivé, le portail était ouvert. La sécurité escortait une berline noire familière hors de la propriété. Mes parents. Ils étaient venus directement ici, espérant. Quoi? Mendier? Voler? Entrer par effraction? Je ai arrêté ma voiture dans l'allée et suis sorti. Jeffrey m'a vu. Il a baissé sa vitre, son visage tordu de rage. Toi petite ingrate. Quittez ma propriété, je ai dit. Ma voix était calme. Elle portait au-dessus du son de l'océan en contrebas. Ou je vous ferai arrêter pour intrusion. Ce n'est pas fini. A-t-il crié alors que le garde de sécurité lui faisait signe d'avancer. Nous allons vous poursuivre en justice. Nous prendrons tout. Vous avez déjà tout pris, je ai dit, et vous l'avez dépensé. Maintenant, partez. Je les ai vus partir en voiture, leurs feux arrière disparaissant au coin de la route. Puis je me suis tourné vers la maison. La structure brutaliste en béton se dressait contre le ciel, austère et inflexible. Elle ne était pas chaleureuse. Elle ne était pas moelleuse, mais elle était forte. Je suis entré et ai fermé la lourde porte d'entrée. Je ai tourné la serrure. Clic. Ce était le son le plus satisfaisant que je avais jamais entendu. Je suis allé à la cuisine, et ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à mes contacts. Suzanne Miller. Supprimé. Jeffrey Miller. Supprimé. Ashley Miller. Supprimé. Jessica Miller. Supprimé. Un par un, je les ai effacés. Je ai bloqué leur numéro. Je ai filtré leur courriel vers la corbeille. Je ai démantelé la connexion avec la même précision que je utilisais pour dessiner des plans. Je ai fermé l'ordinateur portable. La maison était silencieuse. La table de la salle à manger, la massive table en acajou où Robert m'avait appris à négocier, à planifier, à gagner, était vide. Ce était parfait. As-tu déjà dû construire ta propre famille à partir de rien? Partage ton histoire dans les commentaires.